France. Comment faire pour relancer ce secteur sinistré? PSA Peugeot Citroën a annoncé aujourd'hui des pertes pour le premier trimestre qui s'élèvent à 819 millions d'euros contre 806 millions de profits l'année dernière à la même période. Pour parler de ce plan d'aide du gouvernement, nous sommes avec Bernard Julien, spécialiste de l'automobile, directeur du GERPISA, groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile. Nous sommes avec Marc Toiti, qui est président du cabinet de conseil ACDFI, auteur de Quand la zone euro explosera, est aux éditions du Moment, avec Flavien Neuvy, qui est économiste, directeur de l'Observatoire de l'automobile CTLM, et avec Emmanuel Saint-Martin, qui est notre correspondant à New York et qui a suivi la dégringolade du secteur de l'automobile, c'était en 2008-2009, et qui a suivi sa relève aujourd'hui, puisqu'on peut parler aujourd'hui d'une renaissance de ce secteur. Alors avant de reprendre ce débat, on va tout de suite écouter la réaction de l'opposition du député UMP Bruno Le Maire à ce plan. Pour lui, vous allez l'entendre, eh bien ce plan du gouvernement ne s'attaque pas au problème principal qui est celui de la compétitivité. On en parlait dans la première partie de notre débat. On écoute Bruno Le Maire. Les bonnes décisions pour l'État, ce n'est pas de soutenir la demande, c'est d'améliorer la qualité de notre offre, de réduire massivement le coût du travail, de financer l'innovation et la recherche. C'est la seule perspective d'avenir pour notre industrie. Emmanuel Saint-Martin, on parlait dans la première partie de notre débat du problème donc de compétitivité en France. Alors, est-ce que le secteur de l'automobile a été confronté à ce même problème lors de la crise de 2008? Et puis, je voudrais aussi que vous nous parliez de la concertation qui manque en France, concertation entre le gouvernement, le patronat, les salariés. Comment ça se passe aux États-Unis? Écoutez, sur la compétitivité, d'abord, il faut bien savoir, il faut bien se souvenir qu'on a deux tailles de marché qui sont totalement, qui n'ont rien à voir. Hein. D'un côté, évidemment, le marché américain, c'est plus de 300 millions d'habitants, et en face, c'est 60 millions d'habitants en France. Et il n'y a pas, de ce point de vue-là, de marché européen, parce que si on parle de compétitivité, hein, la Roumanie ou la Pologne de Détroit et des employés de Détroit, c'était l'Alabama pendant des années, c'est-à-dire les travailleurs du Sud qui étaient non syndiqués, qui travaillaient donc pour beaucoup moins cher. Ça a fait peser une compétition énorme sur ces salariés ultra syndiqués et très privilégiés de l'industrie automobile pendant des années. Ça les a obligés à concéder un certain nombre de concessions, à faire un certain nombre de concessions sur leurs revenus tout simplement, mais aussi sur leurs garanties sociales, sur leur retraite, leur protection sociale, etc. Et donc, on a bien vu comment, effectivement, cette question de la compétitivité se jouait aussi à l'intérieur du pays. Donc là, c'est évidemment deux questions très différentes. Le rôle du gouvernement aussi a été différent. On n'a pas entendu ici de responsables politiques dire, comme on l'entendait tout à l'heure Arnaud Montebourg, voilà quel type de voiture de l'avenir il faut construire. Ils se gardent bien de faire ça parce qu'ils disent c'est pas notre responsabilité, on met des professionnels à la tête de ces entreprises. En revanche, évidemment, l'État et le contribuable américain a investi des milliards de dollars pour lesquels il a été remboursé très largement maintenant, mais c'est toujours l'État américain qui est actionnaire à plus de 30% à peu près de General Motors, qui espère faire un gain lorsqu'il pourra vendre ses actions. Ça n'est toujours pas le cas pour l'instant. Hein. Le prix est trop bas pour que l'État vende avec un profit. Mais effectivement, on a vu un État à la fois plus impliqué financièrement que ça n'est le cas en France, mais aussi plus prudent du point de vue de l'implication politique dans la gestion au jour le jour de ces dossiers. Flavien Neuvy, est-ce que justement quand on écoute Emmanuel Saint-Martin, un État qui était plus impliqué aux États-Unis mais plus prudent aussi, qui ne s'impliquait pas apparemment dans la stratégie en disant il faut faire des voitures propres, des voitures électriques, hybrides, etc. Est-ce que c'est ce qu'on devrait faire aussi en France? Est-ce que l'État, par exemple, devrait entrer dans le capital de Peugeot sans s'impliquer sur la stratégie du groupe? Alors la situation est différente, c'est-à-dire que si on revient 3 ans en arrière, General Motors a fait faillite. Il faut s'en souvenir, General Motors a été mise sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Et 3 ans après, General Motors redevient leader mondial. Entre-temps, l'État américain a pris le contrôle de l'entreprise. Alors depuis, il a diminué sa part, mais il a pris le contrôle de l'entreprise et il a dit une chose simple. Il a dit, voilà, maintenant, on met des milliards sur la table, mais vous restructurez l'entreprise. La restructuration, c'est effectivement des dizaines de milliers d'emplois supprimés. Ce sont des marques qui ont disparu, la moitié des concessionnaires qui ont été supprimés, une restructuration, pardon de l'expression, mais j'en ai pas d'autre, à la hache, un peu à l'américaine, un peu à l'anglo-saxonne. Résultat des courses, aujourd'hui, l'entreprise est redevenue leader mondial et progresse et gagne des parts de marché, notamment en Chine, qui est devenu un marché incontournable pour General Motors. La difficulté, c'est que nous, en Europe, évidemment, on n'a pas du tout cette culture-là. Moi, je ne dis pas que ce qui s'est passé aux États-Unis est un exemple. Je me garderais bien de citer les États-Unis en exemple sur ce sujet-là. Je constate simplement qu'ils ont laissé le marché
s'écrouler. On est passé effectivement, ça a été dit tout à l'heure, de 17 millions de voitures à 10 millions et qu'aujourd'hui, le marché progresse chaque année régulièrement et du coup, on est plutôt dans une phase de création d'emplois dans l'industrie automobile américaine, mais la purge a été sévère. Emmanuel Saint-Martin voulait ajouter quelque chose? Et ce qu'il faut dire de ce point de vue, c'est la fameuse destruction créatrice du capitalisme à l'américaine. Eh bien, c'est que depuis 2009, on a vu le nombre d'emplois créés dans le secteur de l'automobile augmenter de 150 000. 2009, c'est le point bas. On a créé un peu plus de 600 000 emplois et on a créé 150 000 emplois dans les 3 années dernières. Donc, d'une certaine manière, c'est peut-être pas un hommage au modèle américain, mais c'est en tout cas une preuve que ce qui a été fait ici a marché dans certaines limites. On n'a pas retrouvé, on ne retrouvera jamais la taille de ce qui était l'industrie automobile américaine dans les belles années, par exemple en 2005, mais on a fait déjà une partie de chemin très rapidement, beaucoup plus rapidement que l'estimaient la plupart des experts. Il faut se souvenir des discours il y a 3 ans, et encore une fois, c'est peut-être une note d'espoir pour la France qui donnait morte quasiment l'industrie automobile. On voit bien ce qu'il en est advenu. Mais enfin, on a vu aussi le remède de cheval, vous nous en avez parlé. Alors est-ce qu'on sera prêt à passer par là, même si la situation de notre industrie n'est pas la même, Marc Toiti? Moi, je pense qu'il y a une voie intermédiaire. Encore une fois, on ne va pas que parler de l'Allemagne, mais c'est vrai qu'il y a une voie intermédiaire qui a été choisie outre-Rhin, et donc qui a bien montré qu'on peut limiter la casse en termes d'emploi, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut réduire les coûts qui pèsent effectivement sur le travail. Ça ne veut pas dire les salaires, ça veut dire effectivement les charges, ça veut dire la pression fiscale, la pression réglementaire aussi sur le marché du travail. La flexibilité du marché du travail. Il faut que le marché aussi, du travail soit plus flexible, où on va permettre aux entreprises effectivement d'embaucher plus facilement, de peut-être licencier plus facilement, mais il faut plus de fluidité. Mais il faut de la concertation, vous le disiez, et on n'en est pas là en France. Non, si vous voulez, le gros problème qu'on a en France, il faut être clair. Tout à l'heure, vous évoquiez les chiffres, effectivement, combien coûte vraiment un salarié par rapport à son entreprise. Je pense que tous les salariés aimeraient gagner ce que coûte vraiment le salarié à l'entreprise. On ne peut pas, pourquoi? Parce que le reste, c'est de la fiscalité ou des charges, etc. Or, bien sûr, il nous faut une protection sociale, on en a besoin. C'est le modèle français, mais attention, tant qu'on ne réduira pas la dépense publique, on ne pourra pas réduire cette pression fiscale. Alors bien sûr, on ne va pas réduire la dépense sociale. Nous sommes aujourd'hui en pleine crise, le chômage augmente. Ça serait complètement, je dirais, insensé de réduire la dépense sociale. Par contre, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, la dépense publique au sens large représente 56% de notre PIB, 56% de notre économie, de notre richesse, l'un des niveaux les plus élevés du monde. Si on prend par exemple l'Allemagne, c'est 46%. L'Espagne, c'est 43%. Donc il y a bien une voie intermédiaire. On peut baisser certaines dépenses, notamment de fonctionnement, ce qu'on appelle le millefeuille, vous savez, toutes les strates de dépenses publiques. Ces dépenses de fonctionnement, tenez-vous bien, augmentent chaque année depuis 10 ans de 10 milliards d'euros. Ça veut dire 100 milliards d'euros en 10 ans. Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas demander aux Français de se serrer la ceinture alors que les dépenses de fonctionnement de la puissance publique au sens large augmentent. Donc moi, je dis, bien sûr, ne touchons pas aux dépenses sociales, mais tant qu'on n'aura pas des dirigeants qui accepteront, et là encore une fois, droite-gauche finalement, peu importe, qui accepteront de baisser la dépense qui n'est pas productive, qui ne génère pas de la croissance, eh bien on ne pourra pas baisser les impôts, on ne pourra pas baisser le coût du travail, et donc on restera dans l'impasse. C'est ça aujourd'hui, moi, qui m'inquiète énormément, parce qu'on a vu effectivement précédemment, dans le quinquennat précédent, on a augmenté la dépense publique. Aujourd'hui, alors qu'on nous disait qu'on ne l'a baissé, mais on l'a quand même augmenté, là on nous dit qu'on va l'augmenter, donc on peut craindre le pire. Donc, il faut vraiment que nous retrouvions du sérieux, du calme, de la sérénité et de la crédibilité, parce que tout le monde également nous regarde. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Bernard Julien, un mot encore, parce que vous n'étiez pas là tout à l'heure, sur la responsabilité justement des patrons. Lorsque Arnaud Montebourg pointe la responsabilité de Philippe Varin, est-ce qu'il a raison de le faire? Oui, enfin, moi je suis... Marc Toiti n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Je dis que c'est la famille Peugeot, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attiser les tensions sociales. Je pense que ça peut être très dangereux. C'est trop facile de dire, ah ben voilà, bon, Peugeot va mal, évidemment, la famille Peugeot est responsable. C'est un peu trop facile, alors qu'évidemment, il y a d'autres contingences. Oui, de notre côté, il paraît un petit peu difficile d'assister, comme on y a assisté lors des 2 derniers grands rendez-vous de PSA avec les médias, de dire, 1, nous perdons 200 millions d'euros par mois, et 2, nous avons la bonne stratégie. Deuxième conférence, nous perdons 800 millions pour le premier semestre, et nous avons la bonne stratégie. Dans la mesure où il y a une demande de soutien de PSA à la nation, ne serait-ce que pour lui permettre de faire passer la pilule de ces 8000 emplois supprimés, ne serait-ce que pour aider à éponger les dégâts sociaux que cela va faire sur la Seine-Saint-Denis, ne serait-ce que pour défendre le site de Seven Nord, il est clair qu'il y a lieu de discuter la stratégie de PSA parce qu'on ne la soutiendra, on ne doit la soutenir que si elle est soutenable.
l'est-elle? C'est une question qu'on vient de poser. Hein. Et on disait que rien n'avait été dit en ce sens aux États-Unis. C'est absolument faux. Hein. Il est bien évident que lorsqu'on a constaté l'incurie des dirigeants de General Motors, on les a limogés. Ils ont été limogés immédiatement. Oui, mais l'État est monté au capital, General Motors. Qui pour l'instant n'est pas le cas. Il est monté au capital pour la bonne raison qu'il y avait eu une notoire incurie. Donc on le fasse en préventif en disant est-ce que vous êtes sûr que monter en gamme, c'est la bonne stratégie? Est-ce qu'on doit vous soutenir pour ça? Est-ce que vous êtes certain que vous avez les moyens d'aller en Chine, plus en Inde, plus en Russie, etc. Est-ce que vous êtes certain que la suppression du site d'Aulnay va résoudre vos problèmes sur 2012-2013, sachant que vous fermez en 2014? Est-ce que tout cet argumentaire que vous avez développé vaut? C'est une bonne question qui mérite d'être posée. De la même manière, tout le discours sur les surcapacités qui consiste à dire les États-Unis sont un modèle, il y avait des surcapacités, on les a supprimées, Marchionnet en première ligne, Varin ensuite, alors même que la demande en Europe est d'une atonie absolument majeure, alors même qu'on avait défendu en 2008-2009 que c'était la mauvaise stratégie, que cette stratégie américaine, parce qu'il fallait faire le gros dos, parce qu'il n'y avait pas de raison de supprimer tous ces actifs qui valent quelque chose, tous ces salariés qui ont acquis des compétences, etc. Moi, j'estime que le gouvernement est dans son rôle lorsqu'il tient ce discours-là. Là où je pense qu'il y a défaut de capacité de convaincre, c'est lorsque aucun volet européen n'est ajouté au discours de Montebourg. Il est bien évident que les constructeurs français ont des politiques produits qui sont conçues dans le contexte européen, ont des politiques de production qui sont conçues dans le contexte européen, et si on n'est pas capable de poser les questions dans le contexte dans lequel les décideurs les posent, dans le contexte dans lequel les salariés se les voient opposer, alors on est loin du compte et on est dans une stratégie qui aura du mal à être audible par nos partenaires et par les salariés. Hein, donc oui, Emmanuel Saint-Martin. Vous vouliez rebondir. Pardon, pour rebondir là-dessus, effectivement, on a parlé des sacrifices que les syndicats, les employés ici ont fait aux États-Unis. Il faut aussi parler des sacrifices. Alors ceux-là, pas du tout consentis, mais ils n'ont pas eu le choix qu'ont fait les actionnaires parce qu'ils ont perdu, pour la plupart, certains leurs économies. Les actionnaires, le niveau de ces sociétés qui a fait faillite, évidemment, est venu à zéro. Et puis les patrons, ça a été dit, il faut le souligner, ils ont été changés sans ménagement. Et effectivement, d'un point de vue américain, on peut s'interroger sur ce qui se passe en France, en venant voir les pouvoirs publics venir au secours. Est-ce que c'est des employés? Est-ce que c'est des salariés? Est-ce que c'est de la famille Peugeot? Est-ce que c'est des actionnaires? Ici, les anciens actionnaires de Chrysler, eh bien, ils ont tout perdu. Et maintenant, les actionnaires de Chrysler et ceux qui gagnent de l'argent grâce à Chrysler, c'est Fiat et c'est les actionnaires dans une moindre mesure, par exemple les syndicats qui sont aussi encore un peu actionnaires de Chrysler. Donc on a coupé beaucoup plus clairement, effectivement, sur les coûts du travail, sur les avantages sociaux, mais aussi on a été aussi beaucoup plus clair et net sur le changement des patrons, le changement des structures actionnariales. Bien, on était dans une logique de sauvetage, de renaissance plus exactement sans doute de l'industrie automobile et pas nécessairement de sauvetage de l'existence et peut-être les deux philosophies fondamentalement différentes entre les États-Unis et l'Europe de ce point de vue-là. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit bien que c'est sous, entre guillemets, le contrôle du gouvernement américain qu'on a pris les décisions de licenciement. Donc finalement, c'est assez incroyable. Donc moi, je suis d'accord que effectivement, le gouvernement français ait son mot à dire, bien entendu. Si après il veut aller plus loin, il faut que l'État entre dans le capital de PSA. Est-ce qu'il a les moyens de le faire? J'en doute aujourd'hui. Et puis surtout, on a eu des exemples en France où l'État était vraiment actionnaire dans certaines entreprises privées. Ça s'est souvent mal terminé. Donc, c'est pas parce qu'aux États-Unis, l'État est à hauteur, je crois, de 61% de General Motors. Maintenant, il recule un petit peu. Mais ce qui est important, c'est qu'on avait une entreprise. Maintenant, il recule un petit peu. Mais on avait une entreprise qui était en faillite. Donc là, il y avait, sur les General Motors, c'était le fleuron américain. C'était l'image, effectivement, des États-Unis. Voilà, dans le passé, du moins. Donc à ce moment-là, il y avait un enjeu vraiment national de ce point de vue. C'est comme si demain, on nous disait que Peugeot ou Renault sont en faillite ou risquent la faillite. Là, il y aura un enjeu, effectivement, qui sera Ceci étant, il faut dire une chose tout de même, c'est que l'incurie des patrons américains, Chrysler, General Motors, pendant 10 années, était avérée. On avait des produits qui ne valaient plus rien, on avait des pertes qui s'étaient accumulées depuis 6 ou 7 ans, et les pertes de marché étaient récurrentes aux États-Unis. On n'a pas observé dans l'industrie automobile européenne le niveau de baisse de performance, le niveau de problème qu'on avait dans l'industrie automobile américaine. Donc faire le parallèle, comme le font les analystes financiers très volontiers,
comme Marchionnet les incite à le faire. Entre la situation européenne et la situation américaine, c'est un peu excessif, c'est très peu comparable, et c'est une manière de faire passer un peu en force des restructurations. C'est d'ailleurs pourquoi je pense qu'il vaut mieux regarder, entre guillemets, l'exemple allemand, qui nous ressemble plus, finalement, de ce point de vue-là, que l'exemple américain, même si c'est aussi un autre exemple. Parce que vous disiez, c'est la voie intermédiaire. En France, on n'y arrivera jamais. En France, on n'y arrivera jamais. On ne pourra pas faire ce qu'ont fait les Américains, c'est pas possible. Enfin, je ne l'imagine pas. On ne pourra pas non plus faire ce qu'ont fait les Allemands, parce qu'il n'y a pas de place pour 2 Allemagnes en Europe. Non, je suis d'accord, mais il y a, je pense, une voie intermédiaire, justement, qui est, pour le coup, le cas de la France. Mais si on s'enferme, effectivement, dans le refus de la transparence du fonctionnement de l'entreprise, effectivement, sur la qualité des produits, sur la stratégie, sur l'innovation, sur le coût du travail, sur la dépense publique, il faut être transparent. Si nos dirigeants ne sont pas transparents, que ce soit au niveau des entreprises automobiles ou au niveau du gouvernement, ça, c'est extrêmement dangereux. Flavien Neuvy. Oui, le problème de fond, mais on n'a pas la réponse aujourd'hui, c'est de savoir si on peut et comment peut-on faire repartir le marché français de l'avant, sachant qu'on a des marchés matures, saturés, avec des automobilistes qui roulent moins, qui ont des voitures de plus en plus fiables et qui les gardent de plus en plus longtemps. Donc on a un taux de renouvellement aujourd'hui qui est beaucoup plus faible. Peu de ménages achètent des voitures parce qu'en général elles sont extrêmement chères. Donc je crois que le premier achat, je crois, d'une voiture neuve, c'est aux alentours de 50 ans. C'est 51 ans exactement en France. C'est-à-dire que c'est l'âge moyen d'un acheteur de véhicule neuf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les jeunes par exemple n'achètent pas de voiture. Alors nous dans nos études on avait essayé de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils rejettent la voiture? Est-ce que parce qu'ils n'en ont pas besoin? Non, pas du tout. Les jeunes n'achètent pas de voiture simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc ils se tournent vers le marché de l'occasion. Donc proposer à ces jeunes clients potentiels de l'industrie automobile des véhicules qui sont en phase avec leur budget et leur goût serait certainement un moyen de repartir en croissance. Plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Un mot sur la voiture verte, parce qu'elle me passionne, cette voiture verte. Est-ce que c'est l'avenir de l'automobile en France ? Peut-être à moyen long terme, on peut penser qu'à horizon 2020, ça représentera peut-être 5 à 10% des ventes. Mais à court terme, non, ça représente 1% des volumes. C'est très faible. Oui, et ça fonctionne comment? Donc c'est une batterie, c'est ça? C'est sur combien de il kilomètres? y a plusieurs concurrents, ce qui est plutôt bon signe d'ailleurs. Mais c'est vrai que globalement, je pense que c'est l'avenir. Moi, ce qui m'effraie, entre guillemets, c'est que la voiture électrique, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça fait 20 ans qu'on aurait pu la lancer en France. Ça fait 20 ans qu'on pouvait la maîtriser. Pourquoi on l'a pas fait? Voilà. Alors là, évidemment, il y a un problème du lobby pétrolier, etc. Puis également des bonnes stratégies, que ce soit des groupes ou également des gouvernements, où on n'a pas voulu favoriser justement ce type de voiture électrique. Moi, je me souviens très bien quand, donc on va pas faire de publicité, mais Toyota a lancé le concept de la voiture hybride, donc moitié électrique, moitié essence. La plupart des constructeurs, notamment américains d'ailleurs à l'époque, General Motors, etc., disaient mais ça n'a aucun avenir. Également en France, ça n'a aucun avenir. Et on voit aujourd'hui que c'est pas la panacée, c'est quand même une voie intermédiaire, une voie hybride, justement, ça porte bien son nom. Donc il faut quand même se lancer. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que malheureusement en France, je suis persuadé qu'il y a 15-20 ans, on avait une avance technologique qu'on n'a malheureusement pas su exploiter pour diverses raisons, parfois un petit peu obscures. Et maintenant, on est à la remorque finalement, et on tarde, on le voyait avec Renault, on aura encore du retard. Et ça, c'est bien dommage. Bernard Julien, un dernier mot, parce qu'on va rendre... Moi, je crois effectivement que si je devais retenir quelque chose du plan de ce matin, c'est l'idée voiture populaire propre. Effectivement, ce que disait Flavien Neuvy est tout à fait juste. On ne peut pas aborder la question du marché sans aborder la question de la capacité qu'auront les ménages à acheter des voitures propres. Les ménages n'achèteront pas... Ça coûte combien, pardonnez-moi, une voiture propre en moyenne? Un hybride de chez PSA, ça vaut entre 35 et 40 000 euros. Donc vous avez beau mettre 2 000 euros sur la table de plus, ça reste quelque chose d'infiniment confidentiel. Donc situer la question en termes de capacité des pouvoirs publics à obtenir le renouvellement du parc qu'ils appellent de leur vœu, et à relancer une demande sur ces bases-là, ça c'est un vrai enjeu. Et accessoirement, c'est une voie alternative à la voie allemande. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup à Marc Toiti d'avoir été avec nous, à Flavien Neuvy d'avoir été avec nous, à Bernard Julien et à Emmanuel Saint-Martin pour son éclairage sur le secteur automobile américain. Très belle soirée, je vous retrouve demain 19h10 pour un nouveau débat. À demain. En direct de Paris, le débat décrypte le fait marquant du jour avec les acteurs, les experts et les observateurs de l'actualité. Politique, économie, société, retrouvez toutes les analyses. Le débat, du lundi au jeudi à 19h, heure de Paris, sur France 24. Toutes les semaines, l'actualité de la voile et des sports nautiques des 5 continents est sur France 24. Retrouvez les compétitions et les grands événements maritimes de la planète, suivez les salons, les avancées technologiques. Partagez les valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe qui fédèrent tous les passionnés de la mer.
Avec Rémi Pelletier, venez à la rencontre de tous les amoureux de l'eau. Vent du large, samedi à 12h40, heure de Paris, sur France 24. 4, 3, 2, 1, bon départ, bon départ. Rejoignez-nous pour le prochain Europe District en Islande, terre des geysers et des volcans. Nous vous proposerons une série de reportages sur l'énergie géothermique, sur ces femmes qui dirigent l'Islande, sur les marins-pêcheurs qui s'inquiètent d'une prochaine adhésion à l'Union européenne, sur ces hommes politiques qui partagent ou non ce rêve européen. Et puis nous terminerons par une balade en compagnie d'une romancière très nature. Ne manquez pas Europe District, samedi à 13h10, heure de Paris, sur France 24.